les petits reporters de la science. Nous avons rendu visite à un chercheur s'appelant Hugues Potier, qui travaille sur la physique quantique. Nous sommes partis du centre et nous avons pris le tram, puis le métro. Nous sommes montés dans le RER B direction Saint-Rémy-les-Chevreuses. On est mardi, on est le 22 je crois. Nous sommes en octobre 2024. On va dans un labo de sciences de Hugues. On va voir ce qu'ils font et on va l'interviewer. Moi j'espère tenir le casque comme rôle. Tout le monde, petite annonce mystère. Il est possible, rien n'est sûr dans ce monde, mais il est possible que Hugues, le chercheur, soit peut-être dans le RER avec nous. Je vous donne un petit indice. Il montera peut-être dans le RER à la station Bourg-la-Reine. C'est dans 2 arrêts. À votre avis, il ressemble à quoi, Hugues? Hugues, je pense qu'il est plutôt grand, à mon avis, et qu'il doit avoir un gros manteau. Parce qu'il fait pas très chaud aujourd'hui quand même. Pour moi, je dis que ça ressemble à un humain quelconque, comme toi par exemple, comme des élèves, comme n'importe qui. Vous pensez qu'il est vieux, qu'il est jeune? Il est assez jeune. Je dirais qu'il a environ 30 ans. Moi je pense qu'il a une barbe et des cheveux gris. Il est vieux. Il ressemble à un grand monsieur très savant. C'est un vieux monsieur avec une blouse blanche. Il est chauve. Ouais. Il a une grande barbe. Il a peut-être une veste noire. Et je crois qu'il a un sac à dos, une mallette ou un bail comme ça. Moi je pense qu'il est chauve avec une chemise bleue, avec un gros sac à dos sur lui. Je le vois, il est là. Ah non, c'est pas lui. C'est lui. Oui. Attends, elle sort pas, c'est pas là qu'on sort. Hein. Tu penses que c'est lui, toi? Oui. Je crois, ouais. Vous vous appelez comment? Hugues Potier. Swalio, est-ce qu'il ressemble vraiment à ce que tu avais dit? Non, déjà de 1, il a pas la boule à Z. Il ressemble vraiment pas à ce qu'on a dit. Il est blanc. Comment ça blanc? En fait, ses cheveux, ils sont blancs. Il a des lunettes rondes. Vraiment ce qu'on a dit. À votre avis, le labo de Hugues, il ressemble à quoi? Avec plein de machines dedans et plein de gens qui font des expériences. Je disais qu'il y avait plein de tuyaux pour faire les expériences, etc. Ouais, moi j'aurais dit déjà il ressemble un peu à une université. Des personnes, des scientifiques avec une blouse blanche dans l'université. J'ai dit, je pense qu'il y aura beaucoup d'expériences scientifiques. Je pense qu'il y aura aussi des agitateurs pour purifier les fioles et leur contenu. Il y aura des tubes à essai. On a pris le RER B et le métro. C'était un peu long mais plutôt cool. On voit déjà comme une barrière verte avec une entrée et on voit aussi un téléphone rouge, mais des années il y a longtemps. Hein. Après, on voit encore la forêt, il y a de la boue par terre. Au loin, on voit un big bâtiment qui est orange avec du blanc et tout. Je crois que c'est le laboratoire. Nous sommes arrivés à Gif-sur-Yvette où nous avons marché 30 minutes dans la boue et les chemins envahis par l'Yvette qui avait débordé. Après avoir gravé une centaine de marches, nous sommes arrivés au laboratoire du plateau de Saint-Clair. Mais il ne nous a pas tout de suite emmenés au laboratoire. Il nous a montré une grande bonbonne. Nous avons dû deviner ce qu'il y avait dedans. Nous avons lu sur une étiquette que c'était de l'azote liquide. Il nous a expliqué pourquoi il y avait une si grande réserve. C'est parce qu'ils en utilisaient beaucoup. Hugues nous a ensuite emmenés au labo, dans la salle où il travaille. Nous avons remarqué plusieurs choses. Une bouteille d'hélium, plusieurs machines, une bouteille d'azote liquide, des ordinateurs, qui ne correspondaient pas du tout à ce que nous avions imaginé dans le RER. Où est-ce qu'on est ici, Hugues? Alors là, on est dans le labo dans lequel moi, je fais des expériences. Dans mon équipe, on a plusieurs labos. Vous allez en visiter un plus longuement tout à l'heure. Mais ça, c'est celui dans lequel moi, je travaille, quand je fais des expériences. Donc, est-ce que ça ressemble à ce que vous imaginiez pour un labo de physique? Il y a beaucoup d'électronique et il y a un microscope. Il y a énormément de prises électriques et il y a une grosse bouteille
qui contient quelque chose que j'ignore. Alors, éloignez-vous un petit peu. Après, il va y avoir du pincer aussi. Est-ce que ça sent bon? Ah, c'est de l'eau chaude. Est-ce que c'est de l'eau chaude? Non. À votre avis? Alors, vous mettez pas vos mains. Ouais, faut surtout pas mettre ses mains. Surtout pas. Hyper important. Ok. Si on touche, ça fait quoi? C'est de l'eau froide. De l'eau chaude. Ah, monsieur, je sais c'est quoi. Ah, de l'eau froide. En fait, Vous voyez les grosses bombes, les grosses trucs qu'il y avait dehors? mais t'as quoi avec les bombes? C'est ça en Vous pouvez fait. voir qui était dehors. C'était quoi? C'est de l'azote liquide. C'est de l'azote liquide, absolument. Donc, vous demandiez tout à l'heure comment c'était. Ça ressemble à de l'eau, hein. C'est transparent. Mais c'est à moins 200 degrés. Moins 200. Et le gaz, lui, il est plus chaud, hein, puisque c'est le liquide qui s'évapore. Mais il est quand même un peu frisquet. Voilà. Alors, tout à l'heure, on fera des expériences avec l'azote. Voilà. Il y a plein de trucs rigolos à faire, tout en gardant à l'esprit que c'est très très froid. Et donc, il faut faire attention. L'azote liquide est du diazote qui est soit compressé fortement, soit à une température très basse. Il permet de refroidir très rapidement et est utilisé notamment dans l'industrie ou l'agroalimentaire. À dose moindre, il est employé à la guérison des verrues. L'azote liquide est très dangereux en raison des brûlures qu'il peut occasionner. Hugues, il s'en sert pour refroidir. Mais pour refroidir encore plus, il utilise des frigos spéciaux qui peuvent aller jusqu'à moins 273,5 degrés. Moins 273 degrés, on ne peut pas faire plus froid. C'est le zéro absolu, qu'on appelle aussi 0 degré Kelvin. Nous avons fait plusieurs expériences avec l'azote liquide, qui était à une température extrêmement basse. Hugues a plongé un ballon de baudruche à moitié gonflé dans l'azote. Le ballon s'est aplati dedans, mais dès que nous l'avions ressorti, il s'est regonflé. Il a ensuite mis des fleurs et des feuilles dedans. Elles sont devenues cassantes quand nous les avons ressorties, mais au bout de quelques secondes, elles sont redevenues flexibles. Quand le ballon a été plongé dans l'azote, l'air contenu à l'intérieur s'est liquéfié, et quand il a ressorti, le liquide s'est évaporé. Quand Hugues a trempé les plantes dans l'azote, elles se sont gelées, mais quand il les a ressorties, elles se sont réchauffées. Marcelo, un collègue de Hugues, nous a montré un microscope électronique extrêmement puissant, avec intégré en lui un graveur à électrons. Donc, cette salle, il y a un microscope. Ce microscope, c'est un microscope très particulier, c'est un microscope électronique. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser la lumière, comme dans un microscope que vous certainement vous connaissez, donc ce qu'on va utiliser ici, c'est plutôt un faisceau d'électrons. Et on voit donc à l'intérieur, et les électrons, en fait, ils vont partir d'ici en haut, où il y a des canons à électrons, qui va générer un faisceau. Et le faisceau, il va descendre tout au long de cette colonne. Il va impacter, en fait, l'échantillon. Et il y aura, en fait, des autres électrons, qu'on appelle des électrons secondaires, qui vont être, en fait, éparpillés à cause de ce premier faisceau, et qui vont être captés par ce capteur-là. Et on peut, en fait, en déplaçant cette faisceau sur un échantillon, et donc on va pouvoir voir et imager des choses beaucoup plus petites que ce qu'on peut imager avec les microscopes optiques. La lithographie par faisceau d'électrons. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est plutôt simple. L'utilisation d'un faisceau d'électrons, ça permet de tracer des motifs sur une surface. L'avantage de cette technique est de repousser les limites de la lumière et de dessiner des motifs avec une résolution pouvant aller jusqu'au nanomètre, en tout petit. Pour vous donner une idée, on ne peut pas les voir à l'œil nu. C'est cette technique que Hugues et son équipe utilisent pour fabriquer des petits circuits. Le but de cet instrument est de graver en minuscules des circuits. La gravure est si petite qu'elle est invisible à l'œil nu. Pour vous faire une idée, le circuit sur lequel on a gravé n'était pas plus grand que mon ongle. La physique quantique, c'est d'aller voir l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Le lendemain, nous avons créé avec Léo des circuits à une échelle visible, afin de mieux comprendre le déplacement de l'électricité. Pour faire ces expériences, Hugues utilise un microscope électronique. Un microscope électronique est un microscope qui, au lieu d'utiliser la lumière,
c'est-à-dire des photons, utilise des électrons pour voir des choses très petites. L'électron est un composant élémentaire de la matière. Certains électrons sont libres. Par exemple, c'est le cas dans le courant électrique. Mais la plupart des électrons sont prisonniers d'un atome. À titre d'exemple, les microscopes électroniques peuvent grossir jusqu'à 2 millions de fois, tandis que les microscopes optiques grossissent entre 40 ou 400 fois. On a fait une expérience incroyable. Hugues a mis dans un récipient un morceau de céramique supraconductrice. Par-dessus, il a posé un aimant. Entre les deux, il a mis 2 lamelles de verre. Voilà, donc on vous a parlé plusieurs fois de supraconductivité. Donc c'est une propriété qu'ont un certain nombre de matériaux à très basse température. C'est un ensemble de propriétés. Et les 2 propriétés les plus spectaculaires, c'est le fait que d'abord, il n'y a plus du tout de résistance électrique. C'est-à-dire que si on met du courant dans un fil supraconducteur, il ne s'arrête jamais. Et la deuxième propriété, mais ça ne se voit pas, hein, on peut le mesurer, mais on ne le voit pas. Et la deuxième propriété, c'est une propriété magnétique. Ça veut dire que... en fait, je vais vous le montrer plutôt que vous le dire. Donc, ici, j'ai une pastille d'un matériau qui, quand on le refroidit, va devenir supraconducteur. Et ici, ça, c'est un aimant assez fort. Vraiment fort. Vous avez vu comment il lutte pour l'enlever ? Voilà. Donc, tant que ce truc-là n'est pas froid, il n'est pas supraconducteur et il n'est pas du tout attiré ni repoussé par l'aimant. Vous êtes d'accord ? Ok. Et maintenant, on va voir ce qui se passe quand on refroidit ce matériau pour qu'il devienne supraconducteur. Et on va le refroidir avec l'aimant posé juste au-dessus. Voilà. Alors, ce truc-là, il devient supraconducteur dans l'azote liquide. Donc on va remplir ce petit bassin d'azote liquide. Il va refroidir, devenir supraconducteur. Et je mets l'aimant par-dessus, séparé avec quelques lamelles de microscope. Dans le récipient, il a versé de l'azote liquide. Il a fait cette expérience-là à plusieurs reprises. De l'azote liquide, j'en ai là. Voilà, donc attention, ça va un peu déborder, donc mettez pas vos mains. Donc imaginez si vous mettiez un bout de métal très très chaud dans de l'eau. Qu'est-ce qui se passerait ? Vas-y. Ça s'évaporerait. Ouais, mais avant de s'évaporer, elle ferait quoi ? Elle entrerait en ébullition. Elle entrerait en ébullition. Là, c'est exactement ce qui se passe. L'azote, lui, il est liquide, mais à moins 200 degrés à peu près, moins 196. J'ai mon bout de matériau là qui est à température ambiante. Donc, quand je le mets dans ce liquide qui est très froid, ça le fait bouillir. Donc là, ça fait plein de bulles et ça s'évapore. Donc, il faut que j'en rajoute régulièrement jusqu'à ce que mon matériau soit froid. Juste là, faut que toute l'azote s'évapore ou pas obligé ? Non, il va en rester. Le but était de faire chuter la température de la céramique. C'est le moment où je vous demande de bien regarder. Vous pouvez vous abaisser pour être à peu près au niveau là, des lamelles de verre que je vais essayer d'enlever. Est-ce qu'à votre avis, j'ai réussi à les enlever ? Oui. Elles ont givré. Ah, elles ont givré. Regardez. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe, Almeda ? Ça se touche pas, l'aimant et le truc noir, ça se touche pas. Une fois stabilisé, il a retiré les 2 lamelles de verre. L'aimant flottait au-dessus de la céramique. Et encore plus fort, alors qu'ils ne se touchaient pas, ils étaient devenus inséparables. C'était incroyable de voir léviter un aimant. Solio, Ayoub, vous avez compris sur quoi Hugues travaille ? Parce que moi, pas trop. Moi, j'ai compris qu'il travaille sur les atomes. C'est quoi une atome ? Je crois qu'on dit un atome. L'atome, il est partout. C'est le constituant fondamental de la matière. Oui, c'est la physique quantique. C'est quoi la physique quantique ? Ça explique comment fonctionnent les atomes. Je suis pas sûre. Mais attendez, c'est mieux qu'on demande à Hugues, non ? Pour écouter l'interview de Hugues Potier réalisée par les enfants et en savoir plus sur la physique quantique, nous vous donnons rendez-vous dans le prochain épisode des Petits Reporters de la Science. Merci de nous avoir écoutés. Un immense merci à Hugues Potier et à l'équipe du groupe Cantronix, au service de physique de l'état condensé et au CEA Paris-Saclay. Nous sommes Sophia, Ambroise,
Ayoub, Almeida, Swalio, Brian, Mila et Alix. Ce projet a été encadré par le Centre Paris Anime Binet, les bibliothèques Robert Sabatier et Jacqueline de Romilly, et les Petits Débrouillards. Merci de votre écoute et à bientôt.